Was sind illegale Kriege? Les guerres illégales, c'est quoi? L'intervention de l'OTAN dans la prétendue guerre contre le terrorisme est-elle illégale? Et que fait l'armée de la République allemande en Afghanistan et en Syrie? Ce sont ces questions, et d'autres encore, que Daniel Ganser a exposées dans une conférence le 1er novembre 2016 sur le sujet des guerres illégales. Dans son exposé, qui a duré exactement 1h30, il nous a exposé ses analyses sur les interventions des dernières guerres illégales de l'OTAN. Au vu des exemples des guerres en Afghanistan, en Libye, en Irak et en Yougoslavie, il nous démontre clairement que ces guerres sont contre les droits de l'homme en vigueur. Ganser explique son point de vue sur les véritables causes de ces guerres et sur ce qui est caché ou présenté faussement par les médias principaux. La conférence à l'université de Dresde, intitulée « Causerie à Dresde », est organisée par les éditions Livres du Monde. Vous pouvez suivre ci-après l'exposé de Daniel Ganser dans son intégralité. On a toujours dit que ce mouvement de paix est inutile, ou bien qu'il est d'extrême droite, ou que ce sont tous des idiots. Ne vous laissez pas tromper, les associations de paix sont toujours très importantes. Le respect de la vie est central pour nous tous. Moi-même, j'ai des enfants, ils ont 8 et 10 ans. Et bien sûr, quand je pense à leur avenir, si jamais ils vivent 80 ans, ils vivront jusqu'en 2090, n'est-ce pas? Je ne m'intéresse pas à un an, à 2017 ou 2020 ou 2025, mais à tout le XXIe siècle. Et je pense que beaucoup d'entre vous pensent de la même manière, n'est-ce pas? Les plus jeunes dans la salle en particulier doivent réfléchir sur le XXIe siècle. C'est leur siècle. Les plus âgés dans la salle réfléchissent beaucoup sur ce siècle, parce que leurs enfants et leurs petits-enfants vivent dans ce siècle. Et c'est pour cela que je m'engage pour le principe que les peuples vivent en paix ensemble et puis vivent en se respectant les uns les autres. Pour l'instant, il est très important que l'Allemagne et la Russie ne soient pas poussées dans une guerre l'une contre l'autre. Cela est très important pour l'instant. Et maintenant, quand j'ai publié le livre, il y a un mois, j'ai choisi le titre « Les guerres illégales ». Et les gens ont directement demandé « Est-ce qu'il existe aussi des guerres légales ?» Beaucoup de journalistes ont posé cette question et j'ai répondu « En fait, il n'y a que 2 formes de guerre légale. La plupart des guerres sont illégales, sauf si on est attaqué, alors on a le droit de se défendre. Alors c'est une guerre légale. Ou bien, si le comité de sécurité de l'ONU donne un mandat, alors c'est aussi une guerre légale. Mais beaucoup de choses que vous avez vues ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, sont des guerres illégales. Ce n'est pas vrai non plus que les gens ne comprennent pas cela. Le cas typique pour une guerre illégale, c'est en 2003 l'attaque lancée par George Bush et Tony Blair contre l'Irak. À cette époque-là, les Américains et les Britanniques n'ont pas eu non plus de mandat du comité de sécurité de l'ONU. Tout ce qu'ils ont raconté, c'était des mensonges. Et puis, c'est pour ça que c'est ainsi. C'est une attaque de guerre illégale. Cela veut dire que George Bush et Tony Blair sont des criminels de guerre. Ils devraient être arrêtés et amenés devant la Cour pénale internationale de La Haye. C'est ce que j'ai aussi écrit dans mon livre. Mais pour les plus jeunes, je vais aussi expliquer que ce n'est pas possible pour l'instant car les structures du pouvoir sont comme elles sont. Il est très difficile d'arrêter les plus puissants et de leur faire en quelque sorte un procès. Ce n'est pas possible pour l'instant. Mais si les citoyens y réfléchissent plus longtemps et en parlent plus longtemps, oui, on doit avoir le courage d'aborder ces choses. Et alors, il y aura un jour l'opportunité qu'on ne puisse plus être impuni si on attaque un autre pays. Je vais maintenant expliquer certains éléments de mon livre. Je tiens des conférences dans beaucoup de villes d'Allemagne. Hier, j'étais à Bethetzen. Ça m'a beaucoup plu. Et là-bas, j'ai avant tout parlé de la guerre en Syrie. La guerre en Syrie est un sujet très complexe et j'ai parlé très longtemps sur la Syrie. Ça a été enregistré, on le trouve aussi sur Internet. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur quelque chose d'autre,
car il y a 13 chapitres dans le livre et je ne veux pas raconter partout la même chose. Aujourd'hui, je vais plus parler de la guerre en Afghanistan. Car l'Afghanistan, la Syrie et la Serbie, ce sont 3 guerres auxquelles l'Allemagne a participé. Et pour cela, en Allemagne, il y a un grand besoin de savoir ce qui se passe. Pourquoi nous avons bombardé la Serbie? Pourquoi nous avons des troupes en Afghanistan? Pourquoi nous avons des avions dans l'espace aérien syrien? Parce que vous devez savoir ceci. L'initiative de paix allemande a fait un bon travail de 1945 à 1995, dans le sens que l'Allemagne n'a pas fait de guerre pendant 50 ans. Pas une seule. Et ce principe, plus jamais la guerre, est vraiment ancré dans la culture allemande. Cela est très précieux et je ne peux que vous encourager à garder ce principe culturel. Ce que nous, les historiens, nous faisons, c'est d'analyser maintenant pour voir comment ça se fait qu'en 99, la première chute, si on veut, l'Allemagne a bombardé la Serbie, puis qu'elle a attaqué l'Afghanistan en 2001 en association avec les Américains. Et maintenant, elle est pour ainsi dire aussi avec les attaquants en Syrie. Et comment se peut-il que c'est déjà arrivé 3 fois? Et la réponse est la suivante. On ne demande pas l'avis du peuple. Oui, c'est ça, la vraie réponse. Parce qu'en règle générale, la population est contre. Je fais toujours un peu des recherches. Si vous étiez le Parlement, oui, le Parlement fédéral, et si on vous posait la question, êtes-vous contre le fait que des tornados allemands entrent dans le ciel syrien et prennent part à la guerre? Que tous ceux qui ne le veulent pas lèvent la main, simplement pour voir. Regardez autour de vous. Cela, vous devez garder la main en l'air et regarder autour de vous. La population ne le veut pas, la majorité ne le veut pas. Et maintenant, la deuxième question. Qui est-ce qui ne voudrait pas que des soldats soient envoyés en Afghanistan? Oui. Et qui n'aurait pas voulu que la Serbie soit bombardée? Cela fait déjà quelque temps. Oui, et c'est ce que je vois dans tous les exposés. La population ne veut pas ces choses. Et malgré tout, c'est ainsi. Nous avons des troupes allemandes à Kaboul. C'est simplement comme ça. Et on leur raconte toujours que c'est une participation pour la paix. Les bombardements de la Serbie, c'est une participation pour la paix. Les tornados envoyés en Syrie, c'est une participation pour la paix. Mais posez-vous la question suivante. Que ressentiriez-vous si l'armée de l'air syrienne survolait l'Allemagne? Vous ne le voudriez pas. Que ressentiriez-vous si des Afghans armés sillonnaient les rues de Munich et de Dresde? Vous ne le voudriez pas. Et que ressentiriez-vous si les Serbes bombardaient Cologne? Ça, vous ne le voudriez pas. Et ça, c'est le principe de la souveraineté nationale qui est valable au niveau mondial. Aucun pays ne voudrait des troupes étrangères. Oui, c'est la même chose dans tous les pays. Nous avons 193 pays sur Terre et il est très, très important que nous respections les frontières, comme nous respectons les frontières avec nos voisins. On ne va pas tout simplement chez le voisin, on enfonce sa porte, on se couche sur son canapé et on dit « J'emporte ton téléviseur ». C'est une action de paix. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas du savoir-vivre. Oui, la question que j'ai oubliée. Est-ce que vous me comprenez bien dans le micro avec mon accent suisse? Oui? Ok. Je ne peux pas parler autrement. Je voudrais aussi vous faire remarquer que nous avons le droit du peuple international et vous pouvez toujours vous orienter dessus si vous avez l'impression que vous ne voyez plus clair dans tout ça. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est en bas? Allez voir l'ONU. C'est l'Organisation pour la paix dans le monde. L'ONU est une charte. Et dans cette charte de l'ONU, il est clairement stipulé « Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Bien sûr, c'est un langage juridique, c'est toujours un peu long, c'est un quatrain. Si vous le récapitulez, cela veut dire « Dans leurs relations internationales, tous les membres s'abstiennent de l'utilisation de la force. » Cela veut dire que tous les pays s'abstiennent d'utiliser la force. Ceci est un droit du peuple en vigueur. C'est une loi valable depuis 1945
mais qui a toujours été bafoué. Et c'est cela le véritable problème. C'est la raison pour laquelle nous avons le chaos, oui. C'est comme chez vous. Dans les rapports de voisinage, vous avez aussi cette loi. Vous n'enfoncez pas non plus la porte de votre voisin. Il n'aimerait pas ça. Et si on ne tient pas compte d'un bon voisinage, alors en fin de compte, on n'a que du stress et des conflits. Et il en est de même en politique internationale. En fait, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU à New York qui a la responsabilité de préserver la paix du monde. Dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a 15 pays membres. Mais ce sont seulement 5 pays qui sont permanents. Ce sont les USA, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Ce sont ces 5 qui devraient préserver la paix mondiale. Le problème, c'est que ces 5 sont aussi exportateurs d'armes. Et là, on n'a pas besoin d'être brillant pour reconnaître une contradiction. Par ailleurs, nous avons au Conseil de sécurité une triple présence de l'OTAN. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui sont des pays de l'OTAN. Cela veut dire que si un pays de l'OTAN mène une guerre, il ne sera pas condamné, parce que les États de l'OTAN peuvent toujours empêcher un jugement au Conseil de sécurité. Et ça, bien sûr, c'est embêtant. Et dans le monde, les citoyens ressentent cela comme une injustice et ils n'ont pas tort. C'est injuste, non? Quand Saddam Hussein a attaqué le Koweït en 1990, un exemple concret, il a été condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays se sont réunis à New York et ils ont dit que c'était une violation de la charte de l'ONU. Ils passent les frontières et attaquent le Koweït, ça ne va pas du tout. Alors ils l'ont jugé et à raison. Saddam Hussein est un criminel de guerre. Mais lorsque la France et le Royaume-Uni, en association avec Israël, ont attaqué l'Égypte en 1956 pendant la crise de Suez, le Conseil de sécurité voulait aussi condamner cela. Mais alors les Français et les Anglais ont mis leur veto. C'est malheureusement ainsi. Ça veut dire qu'on peut se protéger avec son propre veto lorsqu'on occupe un siège permanent au Conseil de sécurité. Et ça veut dire en fait, et on peut très bien voir cela dans mon livre « Guerre illégale », que les pays de l'OTAN mènent toujours des guerres illégales, mais ne sont pas condamnés pour ça. Et en fait, ce n'est pas correct. Ce qui est très important, bien sûr, c'est qu'on ne mélange pas l'OTAN et l'ONU. L'ONU est l'Organisation mondiale pour la paix. L'OTAN est la plus grande alliance de défense. L'OTAN se nomme elle-même Alliance de défense, mais lorsqu'on regarde les faits, on doit plutôt parler d'une alliance d'attaque. Il y a maintenant 28 pays dans l'OTAN. Et dans l'ONU, comme je l'ai dit, il y a 193 pays. Donc on peut dire qu'en gros, tous les pays du monde sont dans l'ONU. Mais dans l'OTAN, vous avez bien sûr les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Norvège, la Pologne, la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, etc. Ce sont les 28 pays de l'OTAN. La Suisse ne fait pas partie de l'OTAN et l'Autriche non plus. Mais ces deux pays sont malheureusement dans le partenariat pour la paix. C'est un peu comme l'école maternelle de l'OTAN. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des Suisses ne savent même pas que nous sommes dans le partenariat pour la paix. J'essaie justement aussi en Suisse de faire réfléchir les gens là-dessus, parce qu'il me semble que ce n'est pas un partenariat pour la paix, c'est plutôt un partenariat pour la guerre. Et je pense que nous devrions avoir un référendum en Suisse sur ce sujet dans les 10 ans qui viennent, et ensuite quitter le partenariat pour la paix. C'est ma conviction. À vrai dire, je pense aussi que l'Allemagne devrait quitter l'OTAN, ce qui n'est pas si simple. Ce qui ne sera malheureusement pas si simple. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est une chose difficile, c'est un travail de longue haleine et on doit faire cela de manière très pacifique, oui. On me pose souvent la question, comment est-ce que les Allemands doivent sortir de l'OTAN? On a d'abord besoin d'une discussion parmi la population, oui. C'est toujours la première chose. Et ensuite, on a besoin d'une discussion dans les partis. C'est la deuxième chose. Et ensuite, on a besoin d'une discussion avec les partenaires de l'OTAN. C'est la troisième. On doit toujours procéder selon cet ordre et on doit y aller dans le calme et on ne doit pas aller trop vite. L'OTAN a bien sûr des amis. Le président américain Nixon a dit une fois « La seule organisation internationale qui ait jamais fonctionné, c'est l'OTAN, parce que c'est une alliance militaire et que nous en avons la direction. » Ce sont des paroles claires. Et c'est vraiment le cas.
que ces 28 pays de l'OTAN n'ont pas tous le même pouvoir, mais que bien sûr, ce sont les Américains qui dirigent l'OTAN. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme les Américains dirigent l'OTAN, le centre du commandement de l'OTAN ne se trouve pas à Bruxelles, mais au Pentagone. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Évidemment, les Européens ont toujours l'impression que, oui, mais l'OTAN est dirigée par les Européens, non? Et là, je dis non, parce que le Supreme Allied Command Europe, c'est-à-dire le SACEUR, est toujours un général américain. Les Européens ont le droit de choisir le secrétaire général. C'est celui qui, en quelque sorte, s'occupe des relations publiques. C'est OK, mais on doit différencier ce détail. Qui choisit le général et qui choisit le secrétaire général? Les Européens ont le droit de choisir le secrétaire général. En ce moment, c'est Jens Stoltenberg. Et je ne peux que vous dire comment ça se passe en Suisse. Les Suisses pensent « Ah, Stoltenberg, il vient d'où ?»« Mais il vient de Norvège. »« Ah, mais la Norvège, c'est un joli pays. On y est allé en vacances. Des gens sympathiques, beaucoup de forêts. On y fait du canoë et même du camping. Alors ça doit être un type super. Donc l'OTAN est sûrement une organisation pacifiste. » J'exagère un peu, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. On ne voit alors plus du tout qu'en fait, il sert les Américains et que les Américains utilisent l'OTAN pour leurs propres intérêts. Vous voyez que l'extension de l'OTAN vers l'Est est dans l'intérêt de l'OTAN, dans l'intérêt des USA, pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Non? Si plus tard les Allemands et les Russes s'affrontent et se massacrent les uns les autres, ils s'affaiblissent. Ça peut être dans l'intérêt d'acteurs étrangers, mais ce n'est ni dans l'intérêt des Allemands, ni dans celui des Russes. Et on doit comprendre ça de manière géostratégique. Donc, il est un ami de l'OTAN. Son prédécesseur, Anders Fogh Rasmussen, venait du Danemark. C'est son tour. Le Danemark? Super joli, j'y étais à bicyclette. Vous dites vélo, hein? Et alors, il y a ce... Vous ne dites pas bicyclette, n'est-ce pas? Mais on comprend presque. Sinon, nous allons mettre des sous-titres. C'est aussi l'ami de l'OTAN. Et les critiques de l'OTAN, on les trouve surtout dans la rue. Non à l'OTAN, non à la guerre. C'était une manifestation en 2009 à Kiel en Allemagne. Ou bien en France, OTAN égale terrorisme légal. Ça veut dire que ceux qui critiquent vont dans la rue et se disent « il y a quelque chose qui ne va pas ». Nous ne voulons pas ça. Ça veut dire que l'OTAN a des gens qui la critiquent et qu'elle a des amis. Maintenant, j'aimerais bien reprendre quelques aspects du livre. OK? Je vais donc passer en revue quelques chapitres. Je ne peux pas vous raconter tout le livre aujourd'hui, mais peut-être un exemple. En 1956, les soldats français et britanniques atterrissent avec des parachutes en Égypte. C'est illégal, ok? J'aimerais simplement expliquer ça de manière très claire. Donc, on n'a pas le droit d'atterrir en parachute dans un autre pays et dire « Salut les gars, nous voici ». Ça ne va pas. C'est illégal. On a d'abord besoin d'une autorisation de l'ONU. Si on ne l'a pas, alors c'est à peu près comme si on défonçait la porte du voisin et qu'on entrait. C'est cette fameuse attaque contre l'Égypte en 1956. Auparavant, on a fait chuter le gouvernement en Iran, le gouvernement au Guatemala. Tout ça, c'était illégal. Peut-être que je vais un peu vite, mais sinon on n'arrivera pas jusqu'à l'Afghanistan. Ça va pour vous comme ça? Je ne peux pas passer sur chaque pays en détail. J'aimerais juste un peu que vous compreniez comment ça fonctionne. En 1959, Fidel Castro est venu au pouvoir à Cuba et les Américains ont tout de suite décidé de le faire chuter. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit, ok? Les Américains n'ont pas le droit de faire chuter Fidel Castro. Peu importe s'ils aimeraient bien le faire ou pas. Et quand même, on a tenté de le faire. Comment est-ce qu'on s'y est pris? On a rassemblé des Cubains exilés en Floride et on les a entraînés et en unité secrète, en quelque sorte, on les a envoyés à Cuba pendant l'invasion de la baie des Cochons en avril 61 pour faire chuter Fidel. Et ça a échoué. Voici les Cubains exilés que la CIA a entraînés et rassemblés. Et là, je dois vous expliquer en faisant le lien avec la guerre en Syrie. C'est interdit. Et il est interdit d'entraîner des bandes et de les envoyer dans des pays étrangers. C'est tout à fait interdit. Et c'est ce qu'ils font avec la Syrie. Ce sont des bandes que l'on désigne comme rebelles modérés. Super intelligent, le tour de passe-passe. Mais ces rebelles modérés, ce sont ceux qui sont aussi les coupeurs de tête. Vous n'avez pas envie de les avoir dans votre salon. Donc, il faut toujours se poser la question,
qu'est-ce qui se passe en fait? Et ce qui se passe, c'est des guerres masquées. Des guerres masquées. Ce que je fais dans mon livre, c'est que je prends des documents originaux du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et là, les Cubains y sont allés et ils ont dit « Pardon, nous sommes en train d'être attaqués par les Américains, c'est illégal ». Le ministre des Affaires étrangères cubain Raúl Roa déclare le 15 avril 61 que les Américains sont à ce moment-là en train de bombarder Cuba. Et je trouve ça très intéressant en tant qu'historien, de voir comment réagissent les Américains. Et voici l'ambassadeur américain. Il s'appelle Stevenson. Et Stevenson, il est premièrement faux cul, ce qui n'est pas étonnant. Il dit que les États-Unis ne participent pas à cette guerre illégale. Il dit « Oui, ce sont des Cubains. Nous n'avons rien à voir avec ça. » Et ensuite, il dit que des pilotes cubains, parce que les bombes tombent, il n'y a rien à discuter là-dessus. Mais il dit « Des pilotes cubains qui ont apparemment déserté de l'armée de Castro ont couvert de bombes leur patrie avant de la quitter. » Ok, c'est une thèse osée, non? Et puis, on présente des avions qui ont ces lettres FAR, qui atterrissent en Floride. Et puis, on fait des photos, et Stevenson amène ces photos et les présente au Conseil de sécurité et dit « Regardez, voici la preuve. Les avions appartiennent aux Cubains. Il y a écrit FAR dessus. » Plus tard, on a trouvé, c'est toujours comme ça chez nous les historiens, nous sommes un peu lents, nous ne pouvons pas tout de suite décoder ça, mais au moins nous sommes précis. Nous avons trouvé que c'est la CIA qui a écrit FAR dessus. Super intelligent, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle false flag, faux pavillon. Ça veut dire que ces avions ont en fait été contrôlés par la CIA et le Pentagone. C'est eux qui ont bombardé Cuba. Et puis, tout ça n'a pas fonctionné. Fidel Castro a répliqué à l'attaque. Plus tard, le Pentagone a reçu la mission suivante. Comment pouvons-nous maintenant vraiment faire chuter Cuba? Et puis, les généraux au Pentagone ont proposé dans le cadre de l'opération Northwoods. Maintenant, écoutez bien, nous pourrions faire sauter un navire américain sur la base de Guantanamo et dire « C'était Fidel ». Qu'est-ce que je dois expliquer? Comment ça serait si on prenait l'exemple de votre voisin? Je ne peux pas vraiment l'imaginer, mais c'est un peu dans ce genre. Vous faites exploser votre propre boîte aux lettres et vous dites à votre voisin « Tu as fait exploser ma boîte aux lettres, ça ne va pas du tout, tu m'en payes une autre ». Et ce serait la situation la plus gentille en comparaison. Mais donc on a planifié cette guerre masquée. On ne l'a pas fait, on a dit aussi à l'époque « Nous allons prendre des avions, les faire voler au-dessus de Cuba. Nous allons les remplacer dans l'air par des drones sans passagers, les faire exploser, nous émettons un appel à l'aide et disons que c'était des étudiants américains qui voulaient apporter de l'aide au Pérou et Fidel les a abattus. » C'est l'opération Northwood. Si vous ne connaissez pas ça, vous devez chercher ça sur Google. Northwood, ok? Northwood. Venons-en au Vietnam. Le Vietnam, une guerre horrible, bien sûr, 3 millions de morts. Cette guerre a commencé en 1964, de nouveau avec une participation de l'OTAN. Donc c'est l'Empire américain qui a commencé cette guerre. Mais ils ont dit que c'était une guerre de défense. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'avaient pas de mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pourquoi c'est une guerre illégale. Et ce que les Américains ont dit, voici le président américain et voici la citation originale, il dit « En tant que président et commandant en chef, il est de mon devoir d'informer le peuple américain que des actions ennemies répétées contre des navires américains dans le golfe du Tonkin, c'est devant la côte du Vietnam, m'ont obligé aujourd'hui à réagir en donnant des ordres à l'armée des États-Unis. » Donc il dit « Je ne fais que réagir. » La première attaque du 2 août sur le navire Maddox a été répétée aujourd'hui par des navires ennemis. Ce nouvel acte d'agression contre nos troupes montre combien la lutte pour la paix et la sécurité en Asie du Sud est importante. On a besoin de dureté pour assurer la paix. Ça veut dire qu'à l'époque, déjà, on parlait de paix et d'un monde meilleur. Mais tout ça, ce n'était que des mensonges. Il n'y a tout simplement pas eu d'attaque sur le Maddox. Il y a eu un premier incident, le 2 août, oui, mais le Maddox n'a pas été touché à ce moment-là. Et le 4 août, il n'y a rien eu du tout. Les Américains ont dit plus tard qu'une torpille était peut-être passée à proximité du navire, mais cela, en tant qu'historiens, nous ne pouvons pas l'examiner, si une torpille est passée ou non. En tout cas, le navire n'a pas été touché.
Le navire n'a pas coulé. Aucun Américain n'est mort. Mais le navire a probablement été rapproché intentionnellement de la côte pour provoquer un incident. Puis, le président américain vient, il ment au peuple et dit « Je vais maintenant vous mener dans une guerre ». Le peuple, c'est bien le problème, est informé à 23h36. C'est à 11h30 dans la nuit. À ce moment-là, tous sont soit fatigués, soit saouls. Ça veut dire qu'il est très difficile d'être attentif à ce moment-là. Et puis, 11 ans de guerre ont suivi jusqu'en 1975. 3 millions de morts. On doit comprendre ça. C'est une guerre d'attaque illégale. Ça veut dire que le Vietnam est un crime grave que je décris aussi dans mon livre, et Johnson, dans ce cas, est un criminel de guerre. Il devrait aussi, évidemment, être arrêté et jugé, mais ce n'est pas possible. Il est décédé. Voici le navire, le Maddox, qui a en quelque sorte provoqué l'incident. Ce que je peux vous expliquer, nous savons aujourd'hui avec certitude de sources américaines que l'histoire du golfe du Tonkin est un mensonge de guerre. Continuons. Je laisse certaines choses de côté. Venons-en à la Serbie en 1999. Là, vous avez le président américain Bill Clinton. Sa femme est maintenant candidate à la présidence avec cet éminent candidat Trump, dont nous ne savons pas aujourd'hui si c'est Clinton ou Trump qui gagnera. Mais en fait, aucun des deux n'est valable. Mais c'est la situation actuelle. C'est une époque folle. Mais en fait, je ne voulais pas dire ça. Ça m'est juste venu à l'esprit. Je voulais parler de Bill Clinton. Bill Clinton bombarde la Serbie en 1999. Là aussi, il n'en a pas le droit. On a fait une énorme histoire autour de sa vie sexuelle et de ses escapades. Là, je dois dire, en tant que Suisse, ça m'est complètement égal. Je m'en fiche. Il doit discuter de ça avec sa femme. Mais en ce qui concerne l'international, le droit international, ça, je ne m'en fiche pas. Les États-Unis n'ont aucun droit de bombarder la Serbie. Aucun. Et inversement, la Serbie non plus n'a aucun droit de bombarder les États-Unis. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Mais imaginez-vous un peu si Milosevic avait bombardé les États-Unis en 1999. Il aurait tout de suite été condamné par le Conseil de sécurité. Et l'ONU aurait dit, l'interdiction de l'usage de la violence dit, un pays n'a pas le droit d'en bombarder un autre. Et ça aurait été tout à fait juste. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Les Américains bombardaient la Serbie, et dans mon livre, j'explique aussi comment une agence de relations publiques a intensivement diabolisé la Serbie, déjà pendant la guerre de Bosnie, et puis de nouveau pendant la guerre du Kosovo. C'était l'agence de publicité Ruderfin, et le chef de Ruderfin a dit, je cite, « Quand les bombes sont tombées sur la Serbie, nous avons ouvert une bouteille de champagne. » Il faut simplement comprendre cela. Les choses se déroulent à un niveau très professionnel. Les mensonges sont construits de manière très professionnelle. Et puis il a dit aussi en passant que les Américains n'ont rien compris du tout. Déjà dans les années 90, ils ne savaient pas dans quel pays africain se trouvait la Bosnie. Et ça, c'est le niveau d'ignorance dont on abuse évidemment. Ce qui est triste, c'est que l'Allemagne est entrée en guerre à l'époque. Le chancelier Schröder du parti allemand de gauche SPD a participé à ce bombardement de la Serbie et aussi Joschka Fischer des Verts. Et c'était très surprenant pour beaucoup de gens qui pensaient que les Verts n'iraient pas faire la guerre. Mais vous pouvez oublier ça. Ça rend les choses très difficiles pour les gens en Allemagne. Ils ne savent plus. Qui est-ce que je dois élire? Qui ne va pas en guerre? Je ne sais pas non plus. Je ne le sais vraiment pas. J'ai des sources ici en Allemagne qui m'ont dit que l'élection de Schröder a été soutenue par une équipe américaine de management électoral de Bill Clinton, très professionnelle et intelligente, et qu'après la venue de Schröder au pouvoir, il avait en quelque sorte une dette envers Clinton. Ça veut dire qu'il y a des affaires en cours qu'on doit examiner de plus près, n'est-ce pas? C'est une chose qui est encore en train d'être examinée par la recherche historique. La question qui se pose ici, c'est est-ce que Bill Clinton a aidé Gerhard Schröder pour son élection? Pas dans le sens où il aurait manipulé l'élection, ce n'est pas ce que je veux dire, mais d'avoir simplement orchestré la bataille électorale selon un modèle professionnel américain. Et ce n'est pas une contradiction. Et Schröder dit, il dit ça en 2014, lorsqu'on parle de la Crimée, « Parce que je l'ai fait moi-même, j'ai violé le droit international. » Ce qu'il dit,
Lorsqu'il s'agissait de savoir comment la République de Yougoslavie allait se comporter pendant la guerre du Kosovo, nous avons envoyé nos avions et nos avions de chasse Tornado et en collaboration avec l'OTAN, nous avons bombardé un État souverain sans qu'il n'y ait eu de décision du Conseil de sécurité. Je rends cette justice à Schröder. C'est que lui au moins il reconnaît. On doit, si on veut mettre au clair une faute, on doit d'abord la reconnaître. Ensuite, on doit en parler. Alors, on doit passer par un processus de deuil. À un moment donné, on a besoin de justice. C'est tout un processus. Celui-ci ne peut commencer que si d'abord on reconnaît « Oui, j'ai violé le droit international. C'est très très important. » Clinton n'a rien reconnu du tout. Il trouvait simplement que c'était une bonne idée de bombarder la Serbie. Et personne ne l'a poursuivi en justice. Vraiment personne. Mais selon le droit international, Clinton est un criminel de guerre parce qu'il ne peut pas tout simplement bombarder la Serbie. George Bush, que dois-je dire? Après être arrivé au pouvoir en 2001, il a dit « Nous devons attaquer l'Afghanistan ». Après la guerre de Serbie, l'Allemagne a envoyé des troupes en Afghanistan. Maintenant, ce sont les troupes britanniques qui atterrissent en Afghanistan. Et évidemment, il y a la question « Comment ça se fait que les troupes allemandes soient allées en Afghanistan ?» Je l'ai étudié aussi dans mon livre, car c'est une question importante qui préoccupe la population en Allemagne. Pourquoi sommes-nous donc dans l'Hindou Kutch? Comment est-ce arrivé? Quand est-ce que cette décision a été prise? Et est-ce que les Afghans nous veulent bien là-bas? Oui, ce sont les questions importantes. La réponse tient en un mot, terrorisme. Le 11 septembre 2001, il y a eu ce grand attentat terroriste. Là, tout le monde dans cette salle peut s'en souvenir, je suppose. Certes, ça fait déjà 15 ans, mais après cet attentat, l'opinion qui régnait dans l'atmosphère était « L'Afghanistan est responsable pour cet attentat. Osama Ben Laden est en Afghanistan. C'est pourquoi nous faisons la guerre à l'Afghanistan. » C'était l'argumentation, mais on n'a pas du tout examiné si c'était la vérité. L'attentat a eu lieu le 11 septembre et la guerre d'Afghanistan a commencé le 7 octobre. Il y a 3 semaines entre l'acte terroriste et la guerre. Personne n'a rien examiné de raisonnable au cours de ces 3 semaines. Maintenant, nous, les historiens, ça fait 15 ans que nous sommes sur ces attentats. Et nous ne voyons pas encore clairement ce qui s'est passé au juste. Ce que nous savons jusqu'à maintenant, c'est que nos informations sont seulement partielles. Ça, c'est tout à fait sûr. Je peux vous expliquer brièvement où est le point du conflit actuel. D'abord, un avion vient percuter la tour nord, et puis un avion percute la tour sud. C'est-à-dire avion, avion, tour, tour. Ça, c'est l'attaque terroriste du 11 septembre pour la plupart des gens. Cependant, en arrière-plan, vous avez un 3e bâtiment. Il s'appelle World Trade Center 7. Celui-ci s'est écroulé aussi. Mais ce bâtiment, aucun avion ne l'a percuté. C'est-à-dire que nous, les historiens, nous avons une tâche difficile. 3 tours, 2 avions. C'est délicat parce que l'histoire officielle dit « les tours se sont écroulées à cause des avions ». Là, moi je dis toujours « 3 tours, 2 avions, comment donc est-ce que ça peut cadrer? Ce n'est pas comme au bowling ou un avion… » Oui, réfléchissez. Ce n'est pas un seul avion qui a traversé 2 tours qui se sont effondrées ensuite. Le 3e bâtiment s'est écroulé le 11 septembre 2001 et ça a déclenché l'engagement de l'armée allemande en Afghanistan. Connaissance de base, le 11 septembre, je suppose, vous êtes très bien informés. Mais qui ne savait pas ici, dans la salle, que c'était 3 bâtiments qui se sont écroulés? Un court signe de main, s'il vous plaît, qui ne le savait pas? Voilà. Qui le savait? Ben voyez. Peut-être vous l'avez lu dans le magazine allemand Spiegel, je ne sais pas. Ce qu'on a fait ensuite, à l'époque, j'étais à l'université de Zurich et j'ai lu le rapport d'enquête officiel avec les étudiants. Il est sorti en 2004. À ce moment-là, Bush a posé la main dessus et il a dit « That's the truth », c'est la vérité. Parenthèse, immédiatement ça m'a rendu sceptique. Fermez la parenthèse. Et alors, il y a eu la question « Comment est donc expliqué l'écroulement du 3e bâtiment dans lequel aucun avion n'est rentré ?» Et je peux vous dire, ils ont résolu ça avec beaucoup d'élégance, car dans le rapport d'enquête officiel sur les plus grands attentats terroristes de l'histoire, le WTC-7 est mentionné, mais il n'est pas dit qu'il s'est écroulé. Je répète encore une fois.
Nous vivons maintenant à la prétendue époque de la guerre contre le terrorisme. Ça a commencé en 2000 ans. La guerre froide est terminée. Le mur est tombé. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, nous sommes à l'époque de la guerre contre le terrorisme. Même Angela Merkel dit que l'intervention en Syrie est une lutte contre le terrorisme. Tout est une lutte contre le terrorisme. Leurs droits de citoyens sont renversés au nom de la lutte contre le terrorisme. Leur Patriot Act, l'état de surveillance, tout ça. Mais le tout, c'est que l'époque du terrorisme a commencé en 2000 ans. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous le signaler. Soyez attentifs. Regardez, que s'est-il passé? Et dans le rapport d'enquête, le bâtiment du World Trade Center 7 est bien cité, mais il n'est pas dit qu'il s'est effondré. Et ça ne va pas du tout. Oui, là, on ne peut pas dire c'était une grosse journée. Alors 2 ou 3 bâtiments, qu'est-ce que ça change? Non, c'est une omission très grave. Et lorsque j'ai lu le NZZ, c'est un journal réputé en Suisse, à l'époque où le rapport de commission du 11 septembre est sorti, j'ai lu le journal. Et le NZZ a écrit que c'est un excellent rapport. Les journalistes n'avaient même pas compris qu'un bâtiment n'avait pas été évoqué. Oui. Alors bien sûr, j'ai un peu regardé. Qu'est-ce qu'on discutait aux USA à l'époque? Qu'est-ce qu'on discutait en Allemagne? Et Norman Page, un homme bon qui s'est toujours engagé pour la paix, a dit après les attentats terroristes, les droits de l'homme ont été brutalement renversés. Et en octobre 2001, il dit, pour pouvoir justifier un cas de défense contre l'Afghanistan, ça doit encore être prouvé que ce pays est derrière les attentats. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. À ce moment-là, la guerre d'Afghanistan a à peine 3 jours. Ce qui signifie ceci. Vous avez ici en Allemagne des personnes intelligentes, des personnes courageuses, qui comprennent qu'on ne peut pas simplement mettre un terme aux droits de l'homme. Elles comprennent qu'on ne peut pas simplement dire « Oui, ce pays est derrière tout ça. Je ne peux pas le prouver, mais c'est ainsi. » Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils doivent fournir une preuve. Et cette preuve n'a jamais été fournie. Et ce que j'ai alors fait en Suisse, j'ai parlé avec un statisticien du bâtiment et en 2006, j'ai publié mon premier article sur le 11 septembre. Là, je ne savais pas encore que ça poserait quelques problèmes. Ça fait déjà 10 ans que je suis dans cette recherche avec Jörg Schneider, qui est professeur émérite de statistique du bâtiment. Il sait comment fonctionnent les bâtisses. Je ne suis qu'historien. Je n'ai encore jamais construit de bâtiment en béton armé. Et il dit, à mon avis, le bâtiment du World Trade Center 7 a été savamment dynamité. Je lui ai répondu, mais nous n'avons pas de dynamitage, du moins officiellement. Et il a dit, oui, vous devez regarder les coins. Les 3 coins ici fonctionnent symétriquement. Et c'est sur ces quelques secondes que l'on se dispute. Je refais passer l'image plusieurs fois. Juste pour attirer votre attention sur quelque chose, c'est pourquoi je vous le montre. L'autre possibilité, c'est que le bâtiment s'est effondré à cause du feu. C'est soit le feu, soit le dynamitage. Et maintenant, attention, je vous renvoie la balle. Vous devez réfléchir par vous-même. Est-ce le feu ou le dynamitage? Je ne peux pas le résoudre à votre place. C'est là qu'est attachée toute la guerre contre le terrorisme. Ce qui est sûr, c'est que le bâtiment s'est effondré. On ne peut pas le nier. Mais cette tour n'a pas été touchée par un avion. Et vous avez 2 causes possibles, feu ou dynamitage. Je vous dis, parlez-en avec 3 personnes très intelligentes que vous connaissez, et vous leur demandez « Et toi, que penses-tu du WTC, World Trade Center 7, feu ou dynamitage ?» Si elles disent qu'elles ne savent pas, ce ne sont pas les 3 plus intelligentes. Alors vous devez continuer à chercher. Je ne connais pas vos amis, je ne peux pas trop m'en mêler. Ce que nous faisons du point de vue historique, pour un événement aussi important, nous prenons les plans de construction des bâtiments, ce que nous ne faisons pas d'habitude. Mais maintenant, ce sont les plans des bâtiments qui vont chez les historiens. Et là, nous prenons la vue en coupe. Et ici, à l'université de Dresde, c'est le bon endroit pour discuter de telles choses. Nous avons bien sûr une construction avec des piliers verticaux en acier. Il y en a 81. 81 solides piliers en acier. Et en 2008, les Américains ont publié un 2e rapport. Et c'est le National Institute for Standard and Technology, NIST. On peut le comparer au contrôle technique, ou tout simplement à un organisme dont on peut penser qu'il fait du bon travail. C'est ce qu'on pense. Et c'est ainsi pour le contrôle technique? La plupart du temps. Et là, ce NIST a dit dans son rapport au sujet de ce bâtiment
Ce bâtiment s'est effondré à cause du feu. 2008 était justement la fin du mandat de George Bush. Et c'est juste avant son départ qu'est arrivé ce rapport. Bien sûr, la plupart des gens ne se sont plus intéressés à ce sujet, mais pour nous, c'est primordial. Et lorsque je l'ai montré au statisticien du bâtiment, il a regardé et il a vu que le NIST dit « Le pilier 79 a été déstabilisé suite à un incendie dans un bureau et c'est la raison pour laquelle tout le bâtiment s'est effondré. » C'est ça l'histoire qu'on peut lire sur Wikipédia. Alors, les statisticiens de la construction ont dit « Pour que ça descende de façon symétrique, pour qu'il y ait cette symétrie, il faut que tous les piliers soient dynamités pour s'écrouler à la même seconde, sinon pas de symétrie. » C'est ça la discussion. Et je dis que les experts doivent vraiment analyser cette question. Nous ne pouvons pas dire « Oui, cet historien suisse, il cherche la petite bête. Qu'est-ce qu'il s'occupe encore de ces détails ?» Et c'est ce qui a déclenché l'intervention de l'armée fédérale en Afghanistan. Et c'est tout. Les attentats terroristes sont avant tout un événement choc. On peut guider les gens par des chocs. C'est comme ça. C'est une ancienne ruse. Comment peut-on faire passer un ravin à un troupeau de moutons? On fait une grande déflagration. C'est ainsi que ça marche. Évidemment, j'ai aussi analysé les débats qui ont lieu en Allemagne. En premier, j'ai constaté que les Américains ont dit que c'était Osama Ben Laden. Il y avait 19 musulmans. L'un d'eux, Mohamed Atta, aurait étudié à Hambourg. Vous avez eu de la chance que les Américains n'ont pas dit tout de suite « nous devons agir et bombarder ». Oui, parce que la logique est quand même assez dingue. Nous l'avons vu lorsque la France a dit qu'il fallait intervenir en Syrie. Tout d'abord, il y a eu des attentats terroristes où des Belges étaient impliqués. Ok, les Belges ont eu de la chance que les Français n'aient pas dit « nous allons bombarder la Belgique ». C'est très très étonnant ce qui s'est passé dans ces guerres contre le terrorisme. Et Bush a dit « nous devons aller en Afghanistan ». Et en Europe, Schröder a dit le 12 septembre, c'est-à-dire un jour après, ces attaques terroristes sont une déclaration de guerre contre le monde civilisé. Et ce qu'il faut dire, c'est que quiconque aide ou protège les terroristes transgresse toutes les valeurs fondamentales du vivre en commun des peuples. C'est un message, comment dois-je dire, on peut le dire ainsi, c'est aussi respecter le droit international. Celui qui viole les droits de l'homme rejette également toutes les valeurs fondamentales du vivre ensemble. Si on bombarde les autres pays, c'est vraiment un délit très grave. Sous Joschka Fischer, les Verts ont dit « Lorsque des criminels se lèvent, lorsque de graves délits menacent ou sont perpétrés, alors il faut prendre des mesures énergiques. » Le 16 novembre 2001, on était déjà vraiment sur le sentier de la guerre. Là, il fallait intervenir. Le FDP, les libéraux étaient dans l'opposition et à l'époque, Westervelle a dit aux Verts « Aujourd'hui, vous sortez du mouvement de paix pour aller dans le camp des généraux en chef. » Le FDP a voté contre, oui. En Allemagne, ça se passe souvent comme ça, que les députés ne votent pas d'après leur conscience, mais d'après leur parti. S'ils sont dans le gouvernement, alors tous votent. Nous sommes dans le gouvernement, alors nous allons à la guerre. Et si ce sont les autres qui sont dans le gouvernement, ils disent « Non, ils sont nos opposants, alors nous sommes tous contre la guerre. » C'est un mécanisme que je trouve étonnant, si je puis le dire ainsi. La CDU aussi était dans l'opposition. Merz, un député, a dit « Un tel gouvernement, un tel chancelier ne mérite pas la confiance. » Ce qui veut dire que vous avez un modèle bien clair. Les Verts et le SPD sont pour l'attaque contre l'Afghanistan et l'opposition qui était le SDP et le CDU sont contre. Gert Weiskirchen du SPD dit par exemple « L'armée fédérale sera déployée pour enfin imposer la paix en Afghanistan. » Les autres disent « Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas envoyer des soldats dans un autre pays. » Si les Afghans disaient « Envoyons des soldats en Allemagne pour, comment dirais-je, pour avoir une bonne ambiance ici », ça ne marche pas. Il faut donc comprendre que c'est toujours interprété comme une occupation. Toujours. Et maintenant, on fait la guerre en Afghanistan depuis 15 ans déjà. Depuis 15 ans. Et ça dure encore. Qu'importe le but qu'on avait, les talibans ne se laissent pas chasser. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils habitent là-bas.
Le 16 novembre, le gouvernement fédéral a donc voté, toujours sous le choc des attentats. C'était tout juste 336 oui contre 326 non. Et ensuite, l'armée fédérale est partie en Afghanistan. Ce qui veut dire que l'Allemagne est toujours poussée à faire la guerre. Et par qui? Par les USA. Une fois, c'était Clinton qui les a conduits dans la guerre du Kosovo. Ensuite, c'est Bush qui les a conduits en Afghanistan. C'est triste. Et les Afghans, ils peuvent rien. Ce sont de pauvres gens, de pauvres gens. Quelques généraux américains ont dit « Nos fusées coûtent plus d'1 million et ces cabanes en torchis, cette pacotille où habitent ces Afghans, ça ne vaut même pas 5 000 $. N'est-ce pas du gaspillage de matériel? Ce sont des citations originales. Quelle situation décadente si on bombarde un des pays les plus pauvres, et cela sur la base d'attaques terroristes non élucidées. Alors si vous avez l'impression, la profonde impression, que quelque chose n'est pas correct, alors je ne peux que vous soutenir. Ce n'est pas correct. Parce que la vie est sainte, on n'a pas le droit de tuer d'autres personnes, c'est tout simple. Pourquoi ne voulons-nous pas être tués? Pourquoi ne voulons-nous pas que nos enfants soient tués? Pourquoi ne voulons-nous pas que nos parents soient tués? Parce que la vie est sainte, c'est aussi simple que ça. Et on n'a pas besoin d'études universitaires pour ça, mais on a tout de suite un sentiment clair par rapport à ça. Si quelqu'un tue son propre enfant, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Et tout ça est présenté de façon biscornue, avec des histoires d'attentats, des attentats terroristes. C'est une confusion totale. Nous vivons dans une époque de confusion. C'est ce que je dois vous dire. En 2006, le Spiegel a annoncé « Les Allemands doivent apprendre à tuer ». Lorsque j'ai lu ça, j'ai acheté le Spiegel, ce que je fais rarement. Je l'ai feuilleté et je me suis demandé « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette phrase ?» Cette phrase vient d'un général américain et le Spiegel l'a imprimée sur la une. Ça, c'est une provocation de guerre. Si ce n'est pas une provocation à la guerre, alors c'est quoi? C'est quoi? C'est assez étonnant. Angela Merkel en Afghanistan en 2009. Elle a toujours ce... Vous la nommez Mouti? Elle a toujours ce sourire. Je ne sais pas si vous, je le lis sans cesse. Elle a toujours ce sourire comme pour dire « Dois-je encore faire un gâteau ?» Donc là, il y a quelque chose, et je comprends. Cela fait de l'effet. Un effet sympathique. Oui, si vous comparez cela, où en étions-nous? Il y a quelque chose qui agit là, n'est-ce pas? Bon. L'Allemagne est allée en Afghanistan et n'est arrivée à rien du tout. Tout compte fait, elle n'a rien atteint du tout. On devrait évaluer les interventions à l'étranger d'après le critère suivant. Quels étaient les buts? Quel était le résultat? Quels sont les coûts? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Maintenant, les gens se réveillent en Allemagne. Ici, vous voyez une manifestation à Berlin en octobre 2016. OTAN égale l'alliance militaire la plus agressive du monde. Une citation de Drewermann. Ou encore stopper l'agression contre la Syrie. Les gens vont dans la rue parce que pour le moment, ils ne savent plus comment ils pourraient se faire entendre. Et ça, ce sont des personnes qui sont depuis longtemps dans des mouvements pour la paix. Elles ont déjà manifesté contre la guerre du Vietnam. Elles sont de nouveau dans la rue en pensant « Une fois de plus, je dois vivre ça. Une fois de plus, je dois descendre dans la rue. » Et ce que j'aimerais effectivement souligner, c'est que les gens s'expriment vraiment contre la guerre. On me demande constamment « Mais, Monsieur Ganzer, n'avez-vous pas l'impression que nous sommes impuissants? Nous n'avons aucune chance de faire quoi que ce soit. » Et là, je voudrais absolument différencier. Vous n'avez effectivement pas la possibilité de stopper demain la guerre en Syrie. C'est impossible. Personnellement, avec ma femme, nous avons participé en 2003 à Berne à la manifestation contre l'attaque en Irak. C'était une grande manifestation. En Allemagne aussi, il y avait de grandes manifestations. Bush et Blair ne s'en sont pas souciés. J'en étais aussi attristé, mais bon, on ne peut pas stopper les politiques qui vont faire la guerre.
C'est vraiment difficile, mais ce sur quoi vous avez une influence, c'est sur ce que vous lirez demain. Ça, c'est vous qui le décidez. Et avec qui vous parlerez demain, et sur quoi? C'est vous qui le décidez. Que vous allumiez la télé demain ou que vous l'éteigniez, c'est encore votre décision. Ce que vous mangerez demain, c'est votre décision. Les cadeaux que vous ferez à Noël, ce sera votre décision. Dans tout ce que vous faites, restez fidèle à cette maxime. La vie est sainte. Je trouve que si vous tenez cela, vous ne pourrez pas perdre le fil. Mais si vous êtes déconcerté par la propagande de guerre, alors en fin de compte, vous serez pour des guerres que vous ne comprenez pas et vous serez avec des soldats dans des pays qui ne vous ont rien fait. C'est le cas pour les soldats américains. Ils étaient à la guerre en Irak, ils tuaient des Irakiens, et une étude a montré que les Américains stationnés là-bas croyaient que Saddam Hussein avait quelque chose à voir avec le 11 septembre. C'est le lavage de cerveau total. Saddam Hussein n'a rien à voir avec le 11 septembre. Voilà, ces soldats étaient mal informés. Ils confondaient Saddam Hussein avec Ben Laden. Ce sont aussi des noms étrangers. Mais alors, je leur ai dit qu'ils sont dans le mauvais pays. Osama est en Afghanistan. Il est important de s'informer. La guerre en Irak était une guerre d'attaque. Elle a été menée sur la base d'un mensonge. Et le mensonge était « Saddam a des armes de destruction massive ». C'est ce qu'a dit à l'époque le ministre américain des Affaires étrangères, Colin Powell. C'était un mensonge. Vous l'avez vu, et on étale cela copieusement et fondamentalement. On part du principe que la population ne comprend pas ou qu'elle a trop peur pour se défendre. On part de ces deux points. Alors, on a renversé Saddam, et bien sûr Saddam est un criminel de guerre, je vous l'ai déjà dit, parce qu'en 1990, il a attaqué le Koweït, et en 1980, il a attaqué l'Iran. Mais beaucoup ont oublié qu'en 1979, la CIA l'a mis au pouvoir parce qu'on voulait que Saddam attaque l'Iran. Parce qu'on voulait que Saddam aille contre Khomeini. Alors on a dit que ces deux-là devaient se tuer mutuellement. Alors on peut vendre des armes aux deux parties, elles s'affaiblissent mutuellement. C'était ça l'idée, et je pense qu'on voudrait faire pareil pour l'Allemagne et la Russie. Les laisser marcher l'un contre l'autre pour qu'elles s'affaiblissent. C'est pourquoi veillez sur l'amitié germano-russe. Soignez cette amitié, c'est très important. La peur est toujours attisée en disant « Nous avons raison de croire que Saddam Hussein fabrique des armes atomiques. » Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Dick Cheney a menti. Lui aussi est un criminel de guerre. Et Tony Blair au Royaume-Uni dit « L'Irak possède des armes chimiques et biologiques. Ces missiles sont prêts à être tirés en 45 minutes. Ça veut dire qu'on attise les gens. Voyez cela en 45 minutes. Ça veut dire qu'une bombe peut exploser dans les prochaines heures. Et si on avait dit en 45 mois, alors les gens auraient dit « Bon d'accord, il y a peut-être d'autres options que la guerre, mais on n'arrête pas de pousser à la guerre, et c'est très dangereux. Ça ne fait de bien à personne. » Dans mon livre, j'ai décrit ces conflits. Donc si vous vous posez la question « Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce livre ?» Alors vous avez d'un côté, et j'en ai déjà parlé, l'attaque contre l'Irak qui est illégale. Ensuite, nous avons le putsch en Ukraine. Je dois rapidement dire quelque chose au sujet de l'Ukraine, et je le décris plus précisément dans mon livre. Mais dans notre presse occidentale, également en Suisse, il était toujours écrit « Le problème en Ukraine a commencé avec Poutine ». C'est un mensonge. Il y a d'abord eu l'extension de l'OTAN vers l'Est. Et ensuite, il y a eu un putsch à Kiev le 20 février 2014. Victoria Nuland y a contribué. Elle est au ministère des Affaires étrangères américain. Et c'est là qu'elle a dit la phrase, pardonnez mon langage, « fuck the EU ». C'est pourquoi en interne, nous l'appelons le putsch du « fuck the EU ». Bon, c'est un peu difficile à traduire. Ça veut simplement dire qu'il s'agit là d'un dialogue sous écoute entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain Geoffrey Piat. Dans ce dialogue, ils discutent sur la question de savoir qui devra venir au pouvoir après le putsch. Et puis elle se demande jusqu'à quel point il faut impliquer l'UE, et puis elle a dit simplement « No, fuck the EU ». Ça veut dire en somme, nous ne tenons pas compte de l'UE. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et seulement après, ça c'était en février 2014, seulement en mars 2014, Poutine s'assure la Crimée, parce qu'il y a stationné sa flotte navale de la mer Noire. Et c'est pourquoi il est actif en Syrie. Là aussi, il y a une base navale. Et les Russes ne vont pas se faire chasser de toutes leurs bases navales par l'OTAN. Ils ne vont sûrement pas faire ça. Les Russes sont de bons joueurs d'échecs, oui. Ils ne se laissent pas prendre le roi et la dame. Ça, vous pouvez l'oublier.
Ah, je n'ai pas encore cité tous les pays. Je voulais dire encore la guerre contre le Nicaragua et aussi dans le livre. Là, les États-Unis ont aussi été condamnés parce qu'ils ont soutenu les Contras. C'était sous le président Reagan. Puis la chute du gouvernement au Guatemala en 1954. L'invasion de la baie des Cochons, la guerre en Syrie depuis 2011, l'attaque contre la Libye en 2011, la crise de Suez, l'attaque contre l'Égypte, la guerre du Vietnam, puis aussi la guerre contre le Yémen, le putsch en Iran et la guerre en Afghanistan, le 11 septembre inclus. Donc nous avons ici 13 guerres. À l'aide de ces faits concrets, vous pouvez analyser pour voir ce qui se passe vraiment ici. Je pense qu'en arrière-plan, il y a beaucoup de guerres pour les ressources. On essaye toujours un peu de cacher ça. On n'aime pas en parler. Mais à mon avis, il ne s'agit justement pas de droits de l'homme, mais de droits d'exploitation. Et si vous regardez ça d'un peu plus près, c'est même toujours avoué. Joschka Fischer a dit « La région du Golfe reste la station essence de l'économie mondiale ». C'est une affirmation claire. Je partage cette analyse. Si vous regardez les faits, voyez ici les colonnes vertes. Ce sont les plus grandes réserves de pétrole conventionnelles. Elles sont précisément là, dans le Golfe Persique. L'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran. Et maintenant, si vous essayez dans votre tête de mettre une carte du monde des religions au-dessus de ces champs pétroliers, et vous reconnaîtrez très facilement que la zone verte est une région musulmane. En violet, vous pouvez voir l'espace chrétien. L'Amérique du Nord est chrétienne. L'Amérique du Sud est chrétienne, l'Europe est chrétienne. L'Afrique du Sud est chrétienne, l'Australie est chrétienne. L'Inde est hindouiste, la Chine est athée. La Russie est chrétienne orthodoxe. Et c'est justement cet espace vert qui est musulman. Et c'est là que se trouve le pétrole. Ça veut dire, et c'est assez évident et simple, pour clarifier les choses, les musulmans ne sont pas allés habiter là-bas parce qu'ils auraient appris qu'il y avait du pétrole à cet endroit. Mais on attise de nouveau la haine entre les religions, entre les chrétiens et les musulmans, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devrions aller l'un vers l'autre dans la fraternité. On ne devrait pas tuer quelqu'un juste parce qu'il a une autre religion. On a déjà fait ça en Suisse. Les catholiques contre les protestants, ou en Allemagne aussi. Ah, tu as la mauvaise religion, on te coupe la tête. Tu en sais trop, tu es une sorcière au bûcher. En fait, nous avons tout fait, dans tous les sens. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle version. Et ce qui m'étonne justement, c'est que depuis le 11 septembre, la renommée des musulmans a vraiment chuté au sous-sol. Vous avez aussi remarqué ça, non? Ça veut dire maintenant que toutes ces guerres qui se produisent dans les pays musulmans vous sont vendues comme combat contre le terrorisme. Et c'est pourquoi elles passent aussi facilement. Parce qu'avant, on a discrédité les musulmans. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose maintenant concernant la guerre psychologique. Je vais inverser les rôles de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Ce n'est pas arrivé. Je l'inverse simplement. Écoutez et essayez d'imaginer ce que les gens ressentiraient. 2003, l'Irak a attaqué le Royaume-Uni et les États-Unis. Bush a été pendu. 2011, la Libye a bombardé la France. Sarkozy a été enterré. 2000 ans, l'Afghanistan a fait une percée militaire en Allemagne. À Berlin, les talibans patrouillent pour protéger la population. Stop, ça suffit déjà. Est-ce que vous sentez intuitivement qu'on n'aurait pas accepté ça? Oui, on n'aurait pas accepté ça. C'est le contraire qui est arrivé. Et chez nous en Europe et aussi en Amérique du Nord, on a toujours l'impression que oui, mais ces musulmans, ce sont des fauteurs de troubles. Ils essayent toujours ils mettent toujours la pagaille. Ce que nous avons ici, ce sont des guerres d'attaque et ensuite une guerre asymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre asymétrique? Les pays sont occupés. Les jeunes hommes se font exploser, c'est ça. J'étais à Paris il y a peu. J'ai fait une conférence. En français, c'était difficile. Et puis j'ai dit aux Français, regardez, en 1940, vous avez été occupés par l'Allemagne. Et ils ont dit, oui. Et ensuite, je leur ai demandé, et puis vous avez tué des Allemands? Ils ont dit oui. Et puis je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'était? Ils ont dit, c'était la résistance. Et alors j'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est honorable? Et ils ont dit, oui, très honorable. Alors j'ai dit, est-ce que ce n'était pas du terrorisme? Là, j'ai complètement brisé un tabou. Ils ont dit, ce n'est pas du terrorisme. Puis je dis, ok, donc si maintenant quelqu'un se fait exploser en Irak contre les Américains ou les Britanniques, alors c'est du terrorisme, non? Et ils ont dit, oui, c'est du terrorisme.
Et alors j'ai dit, et en Syrie? Vous bombardez la Syrie maintenant? Si quelque chose se produit en Syrie, c'est toujours du terrorisme. Oui, bien sûr que c'est du terrorisme. Et vous, vous êtes Français. Il y a aussi des Français en Afghanistan, des Allemands en Afghanistan. Si les gens là-bas utilisent la violence, c'est un cas évident de terrorisme, non? Ça veut dire que chaque forme de résistance est transmise parmi la population des pays de l'OTAN sous le terme de terrorisme. D'un point de vue de l'analyse, ce n'est pas correct. Et vous connaissez l'IRA. C'est l'Irish Republican Army qui est catholique. Ils ne veulent pas que les Anglais qui sont protestants soient en Irlande du Nord. C'est pourquoi il y a du terrorisme. Non parce que les catholiques seraient spécialement violents, mais parce qu'ils ne veulent pas l'occupation. Vous comprenez ça? À l'arrière-plan, il y a des combats pour les ressources. Les Américains ont déjà dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ici c'est le président américain Roosevelt qui dit aux Britanniques, le pétrole perse leur appartient, ça c'est l'Iran. On se partage le pétrole en Irak et au Koweït, et en ce qui concerne le pétrole saoudien, il nous appartient. Des mots clairs. Il s'agit des ressources, il s'agit toujours des ressources, du pétrole et du gaz. Sarah Wagenknecht, une des meilleures politiciennes en ce moment, il me semble, a dit « Celui qui... » Elle est intelligente et courageuse, une combinaison rare. Celui qui veut vraiment travailler à plus de sécurité doit arrêter de participer à des guerres pour le pétrole et le gaz au Proche-Orient et au Moyen-Orient avec d'innombrables victimes civiles et doit cesser le soutien logistique des assassinats par drones américains. Entre parenthèses, c'est-à-dire fermer la base américaine de Ramstein en Allemagne, fermer la parenthèse, et doit stopper immédiatement les exportations d'armes dans les zones de crise. Ça veut dire qu'on dit toujours au mouvement pacifiste « Ah, mais vous gâchez tout, est-ce qu'on ne peut pas bombarder ce pays ou bien celui-là? Est-ce que vous avez des solutions ?» Oui, le mouvement pacifiste a des solutions. Premièrement, respecter le droit international. Deuxièmement, ne pas bombarder des pays étrangers. Troisièmement, ne pas mener de guerre pour les ressources. Quatrièmement, ne pas livrer d'armes dans ces pays. Et cinquièmement, ne pas propager de la propagande de guerre qui monte les hommes les uns contre les autres. Un programme simple en 5 points. Bush a évidemment une autre opinion. Il dit « If you are not with us, you are against us. And if you are against us, you are actually an illegal enemy combatant and we will kill you. » Ok, c'est cette approche radicale et fondamentaliste de « je te tue si tu n'es pas d'accord avec moi ». C'est exactement ce que nous apprenons à nos enfants à ne pas faire. Oui, il y a de la pluralité des perspectives et c'est ça qu'on transmet aux enfants. Personne n'a dit dans la famille « si quelqu'un a une autre opinion un jour, il va être assassiné ». Non, c'est complètement stupide. Comment peut-on oser paraître en public ainsi ou bien à l'école? Est-ce qu'on argumente comme ça à l'école? Est-ce qu'il y a des enseignants qui disent « avec ces 3 gamins-là, j'ai vraiment des problèmes. Ils sèment toujours la pagaille, nous devons les pendre. » C'est ridicule. C'est ridicule. Ou bien les élèves pourraient dire « ce professeur, il est vraiment injuste. Et les cours sont si ennuyeux. Demain, nous allons l'abattre. » C'est faux. Oui, je fais exprès d'exagérer. Ce qui ne fonctionne pas dans la famille et ce qui ne fonctionne pas à l'école ne fonctionne pas non plus en politique internationale. Il ne faut pas croire que nous réglons les problèmes par la violence. Ce n'est pas vrai. Nous n'allons pas résoudre les plus grands problèmes du XXIe siècle par la violence. Absolument pas. Ce que nous devrions essayer de faire, c'est de toujours écouter d'autres voix aussi. Nous devrions répondre aux questions. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes hommes en Irak? Que pensent-ils de l'occupation américaine? Et je peux vous dire clairement, ils rejettent cette occupation. Ils n'en veulent pas. Est-ce surprenant? Non. Je peux prédire quel sentiment vous aurez si demain votre voisin défonce votre porte. Vous allez vous mettre en colère. C'est comme ça. Les historiens peuvent reconnaître des schémas. Oui. Très peu disent « super ». Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Vous n'êtes pas trop fatigué? On fait encore la Libye? Est-ce que vous êtes encore là? Respirez un coup bien à fond. Le sujet est difficile. Je sais qu'il est difficile. Pour la Libye, j'aimerais seulement attirer l'attention sur le fait que là, il y a une résolution du Conseil de sécurité. Comment? Les détails sont dans le livre. Cette résolution a dit « On peut faire une no-fly zone ». C'est une zone d'exclusion aérienne. Ça veut dire que vous videz les rues
Personne n'a le droit de conduire, en l'occurrence dans l'air. Et d'ailleurs, les Russes et les Chinois ont dit oui, les Britanniques et les Français et les Américains en ont fait un changement de régime. Ce n'était pas écrit dedans, ok? Et ça, les Chinois et les Russes le ressentent comme une tromperie. Et ils ont raison, car c'était une tromperie. Ensuite, les États de l'OTAN, le Royaume-Uni, la France et les USA ont commencé l'attaque aérienne contre la Libye en 2011. C'est illégal, tout simplement illégal. On n'a pas le droit de bombarder la Libye comme ça. La Libye était le pays le plus riche d'Afrique. D'ailleurs, Kadhafi avait empêché que l'Africom, c'est l'African Command, soit installée, parce que les Américains divisent le monde selon différentes zones de commandement. Northcom, c'est l'Amérique du Nord, Southcom, c'est l'Amérique du Sud, EUCOM, c'est l'European Command, la Suisse est dans le EUCOM, nous n'aimons pas entendre cela, et l'Africom, c'est l'African Command, PACOM, c'est le Pacific Command, et CENTCOM, c'est le Central Command. Donc, ce sont différents domaines de commandement, et tous les pays du monde sont répartis dans l'un ou l'autre domaine de commandement. Et on voulait installer l'Africom en Afrique, et puis les Africains ont dit « Nous ne voulons pas de ça ». Ils ne pouvaient l'installer dans aucun pays. Alors ils l'ont installé en Allemagne. C'est dingue. Bon, l'Afrique bombardée. Kadhafi a été tué. Là, il n'y avait aucun mandat de l'ONU pour cela. Absolument aucun. On a armé les rebelles. Ce sont les rebelles. Là, on a dit « Ils apportent la stabilité ». On nous ment consciemment. J'ai fait des recherches et expliqué dans mon livre que les services secrets américains et anglais ont armé les rebelles déjà avant le début des troubles. C'est la stratégie avec les bandes. On arme une bande, le groupe met la pagaille et puis on dit « Regarde, ici il y a la pagaille. Nous devons faire quelque chose. » Après on reçoit un mandat des services secrets pour une no-fly zone et on fait un changement de régime. C'était la Libye. En 2011, le putsch en Ukraine. Ça, je vous ai déjà expliqué. Je passe le Yémen. Pour finir, j'aimerais faire la Syrie et puis on aura fini, ok? Vous pouvez tenir le coup? Concernant la Syrie, on dit qu'il y a là un dictateur qui lance du gaz toxique, qui jette des bombes à sous-munitions et que pour ça, il doit être éliminé. Assad. On entend ça chaque jour dans les médias. Et là, je peux simplement dire, c'est illégal de renverser un président dans un autre pays. La question n'est pas si on aime Assad ou non. D'accord? Il ne s'agit pas de ça. Je l'aime bien ou je ne l'aime pas. Mais il s'agit de cela. On n'a pas le droit de nuire à la souveraineté d'un pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'armée de l'air française est active en Syrie depuis le 27 septembre 2015. Les Français justifient cela par la lutte contre le terrorisme et renvoient au fait qu'ils doivent renverser Assad maintenant parce que, soi-disant, c'est un projet très important pour l'humanité. Évidemment, pour les droits de l'homme, la démocratie, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais peu de gens se souviennent que la Syrie était une colonie française et que les Français ne sont pas du tout célèbres pour avoir respecté les droits de l'homme dans leur colonie. Autrefois, on y allait avec le drapeau, turlututu, nous sommes les colonisateurs et on a hissé le drapeau. Aujourd'hui, on ne le fait plus comme ça. Ce n'est pas bien perçu. Ce qu'on fait maintenant, c'est des guerres masquées. Voici des avions français et ce que je vais lire, c'est le mouvement pacifiste américain. J'apprends beaucoup de choses des mouvements pacifistes aux États-Unis. Et je ne peux que recommander que dans les mouvements pacifistes en Russie, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, en Norvège, en Suède, en Iran et aussi en Arabie Saoudite, que les gens se réunissent et ne se laissent pas diviser par les nationalités. Parce que nous avons ces astuces. On divise les gens d'après les nationalités, d'après les religions, d'après les revenus et d'après les partis. Quand tous sont divisés, on peut facilement ramasser le tas, parce qu'alors il est sans force. Et John F. Kennedy Jr. a dit « Admettons enfin que ce que nous appelons le terrorisme aujourd'hui est en vérité seulement une nouvelle guerre pour le pétrole et le gaz. » Il l'a dit aux États-Unis. Et à mon avis, c'est très pertinent et vrai. Il est le junior. Junior veut dire qu'il est le fils de Robert Kennedy. D'accord? Robert Kennedy était ministre de la Justice à la Maison-Blanche. Son frère était John F. Kennedy, qui est très connu. Ce qui s'est passé après, John F. Kennedy a été assassiné en 1963. Son frère Robert voulait élucider cette affaire. Pour l'élucider, il a eu l'idée de devenir lui-même président. Il avait de grandes chances. Il est presque devenu président
mais on l'a également assassiné. Ça veut dire que Robert Kennedy Jr. connaît très bien la combine aux États-Unis. Et il ne se leurre pas. Son père a été assassiné, d'accord? Et il dit, la guerre syrienne est une guerre de pipeline. Elle a commencé en 2000, lorsque le Qatar a déclaré qu'il allait construire un pipeline de gaz naturel d'une longueur de 1500 km pour 10 milliards de dollars à travers l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie jusqu'en Turquie. Il me semble que c'est ici la juste analyse de la guerre syrienne. Il y est question de gaz naturel qui doit transiter par la Syrie. Mais Assad ne veut pas ce pipeline. C'est pourquoi on essaye de le renverser. Mais cette chose-là n'a rien du tout à voir avec le terrorisme. Ça a à voir avec les matières premières. J'ai fait dessiner ce pipeline par mes collaborateurs. Oui, c'est dans l'Institut. Là-bas, nous avons évidemment des gens qui peuvent le faire. Et ça, c'est le grand champ de gaz naturel. C'est dans le golfe Persique. C'est le champ de gaz naturel le plus grand du monde. Et on exploite ce champ de gaz. Et quand ils exploitent ce champ de gaz, ils peuvent ou bien l'emporter avec des pétroliers, mais c'est du gaz naturel fluidifié. Ils perdent beaucoup de gaz car ils doivent le fluidifier. Et ils perdent aussi de l'argent. C'est pourquoi ce serait bien pratique pour le Qatar de construire un pipeline. Et les Qatariens ont voulu construire ce pipeline rouge. Premièrement par l'Arabie Saoudite, puis par la Jordanie, puis par la Syrie, puis par la Turquie. Maintenant, le Qatar est musulman sunnite. L'Arabie Saoudite est musulmane sunnite. Et la Turquie est aussi sunnite. Mais attention, en Syrie, les Alévis dominent et ce sont des chiites. Or, ces chiites sous Assad n'ont pas voulu que ce pipeline soit construit. Et c'est semble-t-il la raison pour laquelle Assad devrait être renversé. Voici, c'était en 2009, juste 2 ans avant le début de la guerre. Le roi du Qatar prend un avion et va en Turquie chez Erdogan. Le chef de la Turquie, elle dit « Nous aimerions beaucoup avoir un pipeline de gaz naturel depuis le Qatar jusqu'en Turquie. » C'était en août 2009. Ces choses sont donc prouvées. À l'époque, personne n'aurait pensé qu'une guerre allait commencer en Syrie. On pouvait tranquillement boire un café à Alep en 2009. Ensuite, en 2009, les Turcs disent « L'UE est très dépendante du gaz naturel russe. Un pipeline de gaz entre le Qatar et la Turquie contribuerait à résoudre ce problème une fois pour toutes. Nous avons un combat pour le marché du gaz naturel européen qui est dominé pour l'instant par les Russes. Oui, Gazprom livre l'Allemagne, livre la Suisse. Gazprom est l'entreprise de gaz de Poutine et il gagne beaucoup d'argent avec le gaz naturel. C'est comme ça. C'est un champ de gaz naturel. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre que ce champ de gaz naturel actionne par derrière la guerre en Syrie parce que ça ne brûle pas, parce que ça n'explose pas. On ne voit pas le rapport, mais c'est le plus grand champ de gaz naturel du monde. Il est offshore et la partie au Qatar se nomme Northfield. Et la partie en Iran s'appelle South Spars. Et tout cela est une structure géologique reliée. Et si maintenant c'est l'Iran qui dérobe en premier ce champ de gaz naturel, c'est eux qui décrochent le gros lot. Et si c'est le Qatar qui le dérobe en premier, c'est eux qui décrochent le gros lot. C'est une question d'argent. Qui en est étonné? Une fois de plus, il est question de milliards. Et nous, les Suisses, nous n'avons pas de gaz naturel, mais nous connaissons quelque chose au sujet des montagnes. Nous construisons toujours des tunnels et c'est la même chose. On peut percer des deux côtés. C'est la raison pour laquelle je comprends très bien ces choses, n'est-ce pas? Cette affaire est maintenant une course contre la montre. Qui creuse le premier? Qui dérobe le plus rapidement? Qui aura le premier pipeline? Alors Assad a dit, moi je construis le pipeline avec les Iraniens. Moi je construis le pipeline avec les Iraniens. C'est ce qu'il a dit. Cela a bien sûr fâché le Qatar. Et si vous regardez bien, le plan est de construire ce pipeline vert. Aucun des deux n'a été construit, ni le rouge ni le vert. Mais le vert est le pipeline chiite. Ok? L'Iran est chiite. L'Irak est maintenant sous contrôle chiite. Et Assad, avec les Alévis, fait aussi partie des chiites. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts communs. Et si vous regardez cela de cette perspective, la guerre de Syrie devient tout à coup claire. Les pays qui veulent renverser Assad en entraînant des djihadistes, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Turquie, avec en arrière-plan les USA, l'Angleterre et la France. Et maintenant aussi l'Allemagne. Et de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas qu'il soit renversé, ce sont les Russes, les Iraniens et le Hezbollah. Le Hezbollah est la milice chiite. Oui, ça colle avec le pipeline.
Vous entendez très rarement dans les masses médias qu'en fait c'est un renversement de gouvernement illégal. Ici, un enregistrement sur CNN. Vous entendez Tulsi Gabbard, c'est une députée du Parlement américain. Elle dit « Les USA et la CIA essayent de renverser le gouvernement du président Assad. Les USA et la CIA devraient arrêter cette guerre illégale et contre-productive. » Une déclaration claire. C'est ainsi. Et si on se demande « Pourquoi entend-on ces choses si rarement ?» Bon, elle vient de Hawaï, elle fait du surf et elle a du tempérament. Ce qui veut dire que vous devez, si vous êtes sportif, si vous êtes libre, alors vous pouvez aussi parfois dire des choses qui ne sont pas dans le mainstream, car ils le mettent de côté. Oui. C'est pourquoi c'est bien de pratiquer un sport. Vous avez maintenant en Suisse une émission qui s'appelle Run Show, vue d'ensemble. Le 19 octobre, il n'y a pas un mois, ils sont allés à Damas pour interviewer le président Assad. Et les Suisses, la télévision suisse a demandé, excusez-moi, ils ont demandé, SRF signifie Radio-Télévision Suisse. Quand le monde entier déclare que vous êtes un criminel de guerre, est-ce que vous voyez ça comme un mensonge? C'est ainsi qu'on le présente toujours, même en Suisse. En tant que président, je défends mon pays contre les terroristes qui ont envahi la Syrie pour le compte d'autres pays. Et c'est vrai, c'est ainsi. On a armé les banques comme lors de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba. Devrait être condamné comme criminel de guerre, premièrement, George Bush. Il est entré en Irak sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai. Ça, on l'entend rarement. Deuxièmement, Cameron, le Premier ministre britannique, et Sarkozy, le président français, qui sont entrés en Libye sans mandat du Conseil de sécurité et qui ont détruit ce pays. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'au niveau le plus élevé, on discute aujourd'hui de savoir quand la charte de l'ONU a été violée, par qui elle a été violée et pourquoi personne ne l'a sanctionnée. Ce qui veut dire que cette discussion que nous menons aujourd'hui ensemble ici à l'université de Dresde est une discussion très actuelle. Vous devez en être conscient. Troisièmement, les responsables occidentaux, dont fait partie l'Allemagne, dont fait partie la Grande-Bretagne, dont fait partie les USA, qui ont soutenu les terroristes en Syrie ces 5 dernières années et qui ont déclaré un embargo qui a tué des milliers de civils en Syrie. De ça, on en parle très peu. L'Occident veut me renverser. Cet homme ne se fait pas d'illusions. Il y voit clair. Mais ce qui n'est pas clair, c'est de savoir s'il sera renversé ou non. Oui, parce que les Russes ne veulent pas qu'il soit renversé. Ça veut dire ceci. Les Américains cherchent à le faire tomber. Les Russes cherchent à le garder au pouvoir, c'est clair. Mais Obama, qui mène cette guerre de façon cachée, n'est même pas mis en relation directe par les USA avec cette guerre cachée. Ce qui est un avantage si on mène une guerre cachée. Ils prennent des bandes, les armes, et on ne soupçonne jamais que c'est eux qui tirent les ficelles par derrière. Ce qui veut dire que dans tous les rapports concernant la présidence d'Obama, ça fait bientôt 8 ans maintenant, dans tous les journaux, il y a une rétrospective et il est écrit « Il n'a pas fermé Guantanamo », etc. Mais c'est écrit par contre, c'est rarement écrit, bien que ce soit les faits historiques, qu'en 2011, il a déjà débuté la guerre cachée en Syrie à partir de l'Irak. L'attaque de Bush sur l'Irak en 2003 était beaucoup plus manifeste. Aux USA, tout cela passe pour du terrorisme. Du terrorisme ici, du terrorisme là, du terrorisme partout. Les gens sont totalement confus, exactement comme en Allemagne. On dit toujours « Nous combattons les terroristes » et alors on voit à la télé américaine un méchant terroriste et un bon Américain. Et il est écrit « American beheaded by ISIS ». Un Américain décapité par l'œil. C'est en août 2014 que la CNN a publié cette image. Ensuite, Obama fait cette déclaration télévisée. Ils ont décapité de façon barbare 2 journalistes américains. Alors on dit « Nous intervenons parce que les autres sont des barbares ». L'EI représente un danger pour les gens en Irak et en Syrie et on n'y fait pas face. Ces terroristes menaceront toute la région et aussi les USA. Alors le premier argument est de dire « Nous combattons le terrorisme ». Mais comme je vous l'ai expliqué, le véritable but n'est pas de combattre le terrorisme, mais de renverser Assad. Alors en tant que stratège militaire, comment arrivera-t-il à tourner ce scénario ? Nous combattons l'EI et aussi Assad. C'est ce qu'il dit dans la phrase suivante. Dans le combat contre l'EI, nous ne pouvons pas compter sur le régime d'Assad qui terrorise son propre peuple. Ce régime a perdu sa propre légitimité. Fin de la discussion. Et en même temps, nous renversons Assad. Et maintenant, j'attire votre attention sur le fait que ça fonctionne d'après les connaissances les plus modernes de la psychologie. En effet, c'est précisément le 11 septembre qu'ils ont fait cette annonce. Vous comprenez cela ? Les attentats terroristes sont un traumatisme. Et 13 ans jour pour jour après les attentats terroristes, on reprend systématiquement ce même traumatisme. Un exemple,
Lorsqu'une famille déplore un suicide, c'est un grand traumatisme. Et cette famille n'oubliera jamais ce jour et sans doute que chaque année, elle se remémorera cet événement, comme un rituel. Peut-être que quelque part, on allume une bougie et c'est un jour de silence. Si ce jour-là, quelqu'un de méchant téléphone et dit quelque chose de méchant, c'est 2 fois plus douloureux. Uniquement parce que c'est la même date. Et c'est exactement ce que le président Obama a fait en Syrie. Le jour où il y avait déjà beaucoup de traumatisme et beaucoup de douleur, il a parlé du terrorisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas un hasard. Ne pensez pas que cet historien suisse est en train d'inventer quelque chose. Disons que c'était quand même un hasard. C'est tombé le 11 septembre, non? La guerre en Syrie a été annoncée le 11 septembre 2014 au travers du combat contre le terrorisme parce que c'est là qu'on pouvait tromper le mieux le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les journaux suisses ont applaudi. Oui. Ensuite, les USA ont bombardé la Syrie et les Suisses ont écrit « Enfin, Obama a recours à l'artillerie lourde. J'ai honte de la qualité des médias. Je ne peux pas dire autrement. C'est incroyable. » Maintenant, on en arrive à l'idée que quand les autres pays sont bombardés, les médias écrivent « Hurrah !» Où en sommes-nous arrivés? L'Iran ne veut pas qu'Assad soit renversé. Et c'est pourquoi il n'est pas étonnant que le président iranien dise « Cette attaque est illégale parce qu'elle n'a pas été approuvée par le gouvernement syrien. » Il est à nouveau évident que ceux qui ne veulent pas qu'il soit renversé disent « Mais ça ne va pas. » Donc on s'y attend. Les Français, par contre, relient cela de nouveau au terrorisme. Donc, vous pouvez garder en mémoire, l'Allemagne est en Afghanistan à cause du terrorisme, à savoir à cause du 11 septembre. Mais le 11 septembre n'est pas encore clarifié. L'Allemagne est également à cause du terrorisme en Syrie, à cause de l'attaque terroriste qu'il y a eu à Paris le 13 novembre 2015. Il y a eu 130 morts dans cette salle de concert du Bataclan. C'était une attaque terroriste. Et Angela Merkel a utilisé cela pour mener l'Allemagne dans la guerre contre la Syrie. D'abord les Français. C'est une action terroriste. Enfin, une action de guerre exécutée par lui. La France va triompher de la barbarie. Ah bon? Ah bon? C'est comme ça que ça fonctionne? Nous avons une attaque terroriste et puis on dit « c'est le I et maintenant nous allons bombarder la Syrie ». Si nous laissons passer cette logique, il y aura un jour une attaque terroriste au Liban et les Syriens vont dire « c'est une armée secrète française au Liban et nous allons bombarder la France ». Ah bon? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que nous voulons le chaos total? Est-ce que la France peut bombarder la Syrie sans qu'il n'y ait de protestation de la part des citoyens syriens? Ça ne va pas. Et puis, oui, ce sont 2 femmes qui ont mené l'Allemagne dans la guerre. C'est Angela Merkel et Ursula von der Leyen. Le 4 décembre 2015, le Parlement a donné son accord à la demande du gouvernement fédéral concernant les interventions de l'armée allemande en Syrie contre l'État islamique. EI. Et attention, 445 députés ont voté pour le mandat, 145 contre et 7 ont voté blanc. On n'a pas posé la question au peuple allemand. Ça veut dire que maintenant, à l'heure où nous parlons, l'Allemagne est en guerre. Mais personne n'y pense. Il n'y a pas sujet à discussion. La Syrie est un sujet de discussion. Ça veut dire qu'on est de nouveau en guerre. Pour les mouvements pacifistes, c'est grave. Les mouvements pacifistes observent tout le combat. Les Russes soutiennent Assad. On doit dire qu'Assad a prié les Russes d'aider la Syrie, ce qui veut dire qu'ils opèrent suite à une invitation. C'est autre chose. Ce n'est pas contre le droit international. Un gouvernement élu a le droit de demander de l'aide à un autre gouvernement. Ce n'est pas comparable au bombardement non demandé venant des États-Unis. Ce que vous voyez naturellement, c'est qu'en septembre 2015, les Russes ont commencé à soutenir Assad. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les Américains veulent sa chute. Ils entrent dans la zone aérienne. Les Français ont commencé... Revenons rapidement en arrière pour que vous compreniez la chronologie. Les Français ont... Attendez, pardon. Ils ont... Mon Dieu, le 27 septembre. Vous voyez ça? Le 27 septembre 2015, les Français entrent à la suite des Américains. Et puis, bien sûr, les Russes ont vu. Maintenant, ça va tourner. Et puis, le 30 septembre, 3 jours plus tard, les voici. Ça veut dire qu'ils observent ça de très près.
Et les Russes ont des bases militaires à Latakia et Tartus. Et ils ne veulent pas perdre le marché européen de Gazprom. C'est évident. Comment est-ce qu'on présente cela en Allemagne? Une image actuelle de l'édition du journal allemand Spiegel, semaine 41 de cette année. Foyer de crise en Syrie. L'œuvre de Poutine, la contribution d'Obama. Foyer de crise en Syrie. L'œuvre de Poutine, la contribution d'Obama. Ça, ce sont des médias de qualité. S'il y a écrit l'œuvre de Poutine, la contribution d'Obama, on a l'impression que c'est Poutine qui a commencé et qu'Obama est intervenu plus tard. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nous parlons la même langue, oui. Mais les faits sont les suivants. Les USA bombardent depuis septembre 2014 et les Russes depuis septembre 2015. Et les USA interviennent en arrière-plan depuis 2011. Oui, que peut-on dire? La chancelière et le Parlement ont décidé. Maintenant, nous sommes en guerre. Dans le mouvement pacifiste, il y a des gens qui parlent clairement. Par exemple, Willy Wimmer, que j'apprécie beaucoup, il dit « Le gouvernement français n'a aucun droit quant à sa manière de procéder en Syrie. La seule légitimation possible pour la France aurait été un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle l'a refusé. La France n'en a pas. Elle n'a pas de mandat. Sans avoir un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Allemagne s'allie à la politique de 1939 en participant à la guerre civile syrienne aux côtés de la France. Ce sont des paroles claires. Cela veut dire que les gens vont dans la rue, ils portent des pancartes, ils discutent, ils s'envoient des vidéos de YouTube, ils postent, ils font, ils agissent. Je trouve ça bien. Faites-le, faites-le. Soyez actifs et ne vous laissez pas diviser. On vous divise toujours. Ah, tu votes pour ce parti, tu n'as pas le droit d'envoyer d'email à celui-ci, il vote pour un autre parti. Quoi? Tu es une femme et tu écris un homme, affreux. Quoi? Tu n'as pas la même religion, c'est un athée. Et celui-là est un catholique, comment est-ce que tu peux communiquer avec eux? Oui, mais c'est un Suisse et celui-là c'est un étranger. Comment est-ce que tu peux l'écouter? Je veux dire, mettez de côté toute cette division. Il suffit qu'on s'accorde à dire « la vie est sacrée » et ça suffit. Nous n'avons pas besoin d'être du même avis sur tous les autres points. Nous ne le serons jamais. Jamais nous ne le serons. Et ça ne fait aucun sens de diffamer les gens et de diviser selon les partis. Au-delà des partis, on devrait parler ensemble sur les partis et s'engager pour la paix au-delà des partis. J'ai terminé mon exposé. J'aimerais vous dire un grand merci. J'ai été accueilli avec beaucoup de sympathie ici à Dresde. J'ai beaucoup apprécié cela. C'est mon premier exposé ou bien mon premier séjour en pays de Saxe. Et oui, je me suis bien plu ici. Et je pense que je vais revenir. Je ne sais pas encore quand, mais je vous remercie. Merci beaucoup.